Mon rôle aujourd'hui, plus que de présenter vraiment mes travaux, c'est peut-être plus d'apporter une discussion qu'on a au sein d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail des organoïdes, fait par Aviesan, qui est coordonné par Jean-Luc Galzi et Jean-Luc Galzi, j'ai oublié Joël Amédée, merci. Voilà, donc du coup, l'idée c'est plus, je ne vais pas trop revenir sur les définitions, je vous montrerai une seule photo scientifique pour vous montrer ce qu'on fait nous dans notre labo, quand même, parce qu'on dit que ça ressemble à des organes, etc. Donc moi, je vous invite tout de suite à bannir le terme mini-cerveau, mini-rétine, parce que ça veut dire, qui dit mini-cerveau dit conscience, dit etc. Donc en fait, il faut mieux leur donner leur vrai nom, donc on appellera ça des cérébroïdes ou des choses comme ça. Donc surtout lorsque vous communiquez avec des noms scientifiques. Voilà, je pense que c'est très important. Donc du coup, je vais passer rapidement. La définition, Bernard l'a très bien dit, en fait, c'est un processus qui est d'auto-organisation, donc avec des échelles plus petites, qui recrée les aspects importants de l'anatomie 3D de l'organe qui nous intéresse, et si possible, de récapituler les fonctions de base d'un tissu. Donc vous voyez que les fonctions de base, si vous faites un pancréas ou si vous faites un cerveau, ça ne va pas du tout être la même chose. Aujourd'hui, on peut faire des organoïdes de pancréas avec des sécrétions d'insuline. Par contre, on est incapable de faire un cerveau laminé, etc., qui transmettent de l'information. Et en fait, ça dépend surtout beaucoup du type de cellules auxquelles on va partir. Donc j'aime beaucoup ce schéma qui est tiré d'une revue de Mathias Luthoff de Polytechnique à Lausanne, où en fait en bas, il a noté les cellules à partir desquelles on va partir, et donc du coup, leur donner, c'est plutôt l'état de maturation. Donc en fait, plus on va partir de cellules qui sont déjà différenciées, mais qui ont toujours une propriété de cellules souches, ça c'est extrêmement important. Donc en fait, on va faire différents types d'organoïdes. Alors moi je suis assez pointilleux, il y a organoïdes, il y a gastruloïdes, il y a tumoroïdes, il y a sphéroïdes, etc. Donc en fait, il récapitule bien les choses ici. Et vous voyez qu'en fonction du type d'organoïde qu'on va utiliser, les questions éthiques ne vont pas être les mêmes. Donc la première chose, j'en parlerai pas trop, mais les cellules, les tumoroïdes, donc on va partir de prélèvements de cancer. Donc là aujourd'hui, dans la littérature, il y a un nombre extraordinaire de papiers pour la médecine personnalisée, c'est-à-dire tester des drogues sur des prélèvements colorectaux, etc., sachant que certains patients vont être plus ou moins prédisposés à répondre à tel type ou pas de traitement. Les gastruloïdes, là on est tout au début, où on va faire effectivement, comme Bernard l'a dit, une sorte de mini-embryon de 14 jours. Et nous, on travaille plutôt dans des systèmes d'organoïdes à partir de cellules souches pluripotentes, donc que vous connaissez toutes, soit des cellules ES ou les fameuses cellules iPS qui ont été inventées par Shinya Manaka il y a une dizaine d'années maintenant, 12 ans exactement, et qui a été récompensé par le prix Nobel. Donc après, on pourrait avoir deux versions des organoïdes. Alors, est-ce que c'est des simples organes ou est-ce que c'est des organes simplistes? Je vous laisserai choisir la définition que vous préférez. Moi, j'aurais dit que ça dépend un petit peu des organes auxquels on va s'intéresser. Hein. Plus les organes vont être complexes, plus on va se rapprocher d'un organe simpliste. En tout cas, dans notre cas, je vais vous montrer après. Nous, on fait des organoïdes de rétine. Moi, j'appelle ça plutôt des organes simplistes. Et donc, on va avoir effectivement ce premier challenge, c'est la complexibilité par rapport à la faisabilité. Et puis surtout, Bernard en a parlé avant, c'est l'éthique animale. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même un fort lobby en France sur la vivisection, l'utilisation des animaux. Donc tout de suite, les gens pensent effectivement qu'on va pouvoir remplacer les animaux par les organoïdes. Donc c'est ce que j'ai mis moi ici. Est-ce qu'on va compléter les études sur les animaux ou est-ce qu'on va vraiment les remplacer? Et en fait, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Donc en fait, pourquoi on a... Là, je vais prendre je ne sais pas si le terme d'un discutant, c'est de donner un peu son avis, mais c'est un peu mon avis, mais je pense qu'il est partagé par plusieurs personnes du groupe de travail des organoïdes. Et donc ici, c'est une diapositive que j'ai empruntée à mon collègue Jean-Sébastien Hulot, qui est cardiologue à l'HEGP. Donc effectivement, quel est l'intérêt des modèles animaux en médecine translationnelle? Je pourrais donner beaucoup d'exemples chez nous en thérapie génique. Tout ce qui a marché chez la souris, quand on arrive chez l'homme, souvent ça ne marche plus, parce qu'effectivement, on n'est pas des souris. Et puis, il y a aussi le modèle d'évolution des contextes de recherche et développement, donc pour les sociétés pharmaceutiques, puisqu'aujourd'hui, on a quand même 90% des médicaments qui vont échouer chez l'homme. Et surtout, sur ces 90%, il y en a 60%, c'est parce qu'ils ne sont pas efficaces. Donc l'idée, ça serait peut-être de faire un premier crible à partir d'organoïdes. Effectivement, donc là, on rentrait plus dans une médecine personnalisée. Et puis, je pense que vous êtes tous au courant, pour l'éthique animale, c'est que la législation européenne sur la recherche animale est de plus en plus stricte. Et c'est plutôt bien d'ailleurs. Donc du coup, ça va être de plus en plus difficile d'utiliser les animaux. Donc
on peut imaginer que les organoïdes sont complémentaires à l'utilisation des animaux. Mais je pense qu'ils ne remplaceront jamais les animaux. Donc du coup, c'est un camembert issu de notre groupe de travail qui représente à peu près l'ensemble des domaines qui utilisent les organoïdes. Donc on peut faire donc le système digestif, les muscles, le système nerveux, système respiratoire, etc. Donc ici vous avez l'adresse, donc si ça vous intéresse, d'aller voir sur le site d'Aviaison. Donc du coup quand même, je vais quand même essayer de vous présenter un petit peu ce que nous, pas ce qu'on fait au laboratoire, mais juste 2 slides pour essayer de vous expliquer en quoi c'est bien, mais en quoi ça ne va pas répondre à toutes les questions, et quels sont surtout, pour revenir par rapport à la dernière diapositive de Bernard, quels sont nous les enjeux éthiques importants dans notre cas. Donc en fait ça ressemble à ça un organoïde de rétine, hein, donc c'est au début à partir de cellules souches pluripotentes, donc on peut utiliser soit des cellules de la peau qu'on reprogramme hein, avec la technique de Shinya-Yamanaka, ou des cellules ES quand on a l'autorisation, donc là on travaille avec des laboratoires qui ont l'autorisation, et puis à la fin on a cette espèce de petit bonhomme là, avec des cheveux, ici, et les cheveux qui sont autour en fait c'est simplement les cellules qu'on appelle les photorécepteurs de la rétine qui sont capables de capter la lumière. Et donc du coup, juste pour vous montrer ici, à droite, vous avez, si vous prenez une rétine humaine, adulte, vous identifiez les différents types cellulaires. Donc à droite, c'est une rétine humaine, et à gauche, c'est ce qu'on est capable de faire au laboratoire avec les organoïdes. Voilà. Donc on arrive effectivement à avoir un système qui est très proche, on va dire, architecturalement, d'une rétine humaine, et qui est très différente des rétines de rongeurs. D'accord ? Je pense que vous savez tous que les rongeurs utilisent quand même très très peu leur vue, hein. Je ne veux pas dire que les rongeurs sont des mauvais modèles pour la vision, parce que mais ils ne sont pas adéquats, on va dire. Par contre, effectivement, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si le principe d'une rétine, c'est quand même de répondre à la lumière, et puis après d'envoyer l'information au cerveau. Donc si on prend nos organoïdes, ils répondent jamais à la lumière, et puis les fameuses cellules qui forment le nerf optique, qui envoient l'information au cerveau, ben, celles-ci, elles vont mourir. Parce qu'en fait, l'organoïde, quand les cellules, ça s'appelle les cellules ganglionnaires, quand elles vont se développer au cours de la vie du fœtus, elles vont tout de suite aller cibler le cerveau, et c'est comme ça qu'elles survivent. Donc dans un organoïde, elles n'ont pas de cerveau, pas de morceau de cerveau, donc en fait elles vont mourir. Donc du coup, on peut imaginer des nouvelles stratégies qui sont de faire des systèmes d'organoïdes de rétine mélangés avec des organoïdes des cérébroïdes pour fabriquer des nerfs optiques. Donc du coup, bon, ça c'est juste un schéma classique qui s'applique aux organoïdes de rétine, mais qui peut être appliqué à l'ensemble des organoïdes et qui vont amener des questions éthiques, c'est-à-dire qu'en partant d'une biopsie de patient, on peut refabriquer des cellules souches pluripotentes, on va les différencier dans les cellules qui nous intéressent, et après, on peut utiliser bien entendu la transplantation cellulaire. Donc là, le problème éthique, il est exactement le même que pour la thérapie cellulaire. La modélisation des pathologies, le criblage pharmacologique, et puis j'ai mis la thérapie génique, puisqu'aujourd'hui, la plupart des vecteurs viraux qui ont été développés chez la souris, lorsqu'on arrive chez l'homme, ou même avant chez le singe, ben, ça ne marche plus du tout, parce qu'ils n'ont pas du tout le même tropisme. Donc là, on a par exemple une niche importante, c'est l'utilisation d'organoïdes pour mettre au point des technologies de thérapie génique qui vont être tout de suite efficaces chez l'homme, d'accord, sans perdre de temps, perdant moins de temps. Donc du coup, pour finir, les enjeux éthiques, donc c'est plus ciblé sur les organoïdes de rétine, donc c'est bien entendu, comme l'a dit Bernard, la meilleure compréhension des maladies et possibilité de tester des médicaments personnalisés. Donc pour 2 raisons, en tout cas dans notre cas, où c'est aussi pas mal le cas pour les cérébroïdes, c'est que la rétine est un tissu qui est quand même relativement difficile d'accès, et puis il n'y a pas de très très bons modèles animaux, d'accord, excepté le singe, mais on fait très très peu de modèles, il n'existe pas de modèle chez le singe. Donc du coup, l'organoïde est un peu une voie qui permet de dégrossir la recherche. Ça a été évoqué, mais ça c'est le point commun avec l'ensemble de la thérapie cellulaire, c'est le consentement des donneurs des cellules ou des tissus qui vont permettre la différenciation des cellules IPS, donc la propriété des organoïdes qui vont en être tirés et qui peuvent être source de profit. Donc après, là c'est classique, hein, c'est comment vous signez votre CPP et le comité de protection des personnes et les feuilles de consentement. Est-ce que vous autorisez les organoïdes pour votre propre recherche, vous les diffusez à d'autres labos académiques, vous les diffusez à des labos pharmaceutiques. Donc ça, c'est des questions qui ne sont pas spécifiques aux organoïdes, mais plus à la source de cellules et à la thérapie cellulaire. L'éthique animale, ça a aussi été mentionné, c'est-à-dire qu'on peut imaginer diminuer le nombre d'animaux pour tester des nouveaux médicaments, mais aussi par exemple pour la thérapie génique, comme je l'ai mentionné. Et puis après, ça a été évoqué ce matin dans la communication, et moi je pense que c'est
le point principal éthique, c'est ce que Bernard appelle l'éthique de la promesse. Moi, j'appelle ça le charlatanisme moderne ou les cures miracles. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un peu plus de 80 cliniques de cellules souches qui existent. Ce n'est pas forcément lié aux organoïdes, mais ça va être lié à l'utilisation de cellules souches, donc on va dire des cellules différenciées de cellules souches qui peuvent être issues des organoïdes, où on va faire miroiter aux patients qu'on va les guérir. Donc, et dans notre cas, par exemple, c'est leur rendre la vue. Donc effectivement, il y a eu des résultats déchirants, donc je pense que vous êtes sûrement tous au courant. Donc il y a dans un pays comme bien développé, ce qui s'appelle les États-Unis, il y a à peu près entre 34, je sais plus, c'est 34 ou 37 cliniques où en fait on fait croire aux patients qu'ils vont devenir aveugles juste en leur faisant une liposuction. Donc en plus on fait de liposuction et on leur rend la vue. Donc ils sont quand même assez contents, surtout en Floride. Donc on leur prend un peu de gras, on centrifuge un petit peu et après on injecte les cellules. Donc les patients n'étaient pas complètement aveugles, mais dans un cas sur deux, ils vont vraiment devenir aveugles. Donc effectivement, c'est des protocoles qui n'ont jamais été approuvés donc, par les agences réglementaires, simplement parce qu'il n'y a pas de manipulation suffisante du produit, d'accord, qui ne nécessite une réglementation. Et là, je pense que vous avez tous vu, le Washington Post a publié la semaine dernière, où la FDA a gagné son procès effectivement contre toutes ces cliniques, où aujourd'hui, ça sera totalement interdit de faire ce type de manipulation. Et même s'il y a on va dire une manipulation très minime des cellules, il faudra avoir un approuvement, un consentement. Donc ça, j'aurais dit, c'est l'éthique la principale pour les organoïdes en tant que cellules, on pourrait dire, guérisseuses, par exemple. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.